Stoli mesecin congres. En 1963, une petite série de science-fiction s'est lancée. Le premier épisode sera l'un des tout premiers programmes de la BBC à reprendre le cours normal de sa programmation, juste après la couverture médiatique de l'assassinat de JFK. Le programme, peu vu suite à cela, aura droit à une rediffusion de son premier épisode et connaîtra le succès dès sa deuxième histoire, notamment grâce aux ennemis qui y sont présents, les Daleks. Et très vite, la série s'étendra bien au-delà du petit écran, via des romans, des accessoires, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la bande dessinée sous la forme de comic strip. Bienvenue, vous regardez Whostory, je suis le conteur. Et aujourd'hui on va parler des apparitions du premier Docteur en comics. Allons-y. Alors, comment fonctionne cet enregistreur déjà ? 1, 2, 1, 2. Voilà, ok. Bon, journal de bord du capitaine. Nous sommes actuellement dans l'espace fictionnel, là où vivent toutes les œuvres de fiction qui ont été, ont jamais pu être et seront sans doute un jour. Et nous sommes en route vers la planète qui se trouve autour des comics liés à la première incarnation du Docteur. Profitons du voyage pour faire une petite présentation de l'époque du premier Docteur en comics. History, not one line. Ce qui est intéressant à noter, c'est que la bande dessinée s'est extrêmement vite intéressée à Doctor Who. On peut retrouver des traces de demandes d'adaptation moins de 4 mois après le début de la série, de la part du journal Daily Express, demande qui n'aboutira pas vraiment, car le seul personnage auquel la BBC détient vraiment les droits est le Docteur, pas vraiment les compagnons, auxquels il faudrait négocier des droits à l'image avec les autres acteurs. Le Daily Express abandonne donc. La Young World Production fait également une demande, mais refuse de laisser la BBC relire les strips avant publication. Et c'est l'éditeur Polystyle qui récupérera les droits de Doctor Who pour en faire une série dans son magazine TV Comic, qui commencera le 14 novembre 1964, soit un peu avant le premier anniversaire de la série. Oui, un magazine intitulé TV Comics. C'est tout aussi original que le nom le suggère. Il faut dire aussi que la bande dessinée britannique est sortie d'un âge d'or, qui a eu lieu dans les années 50, avec des magazines comme Beano ou Tiger, et ne connaît pas encore le nouvel essor qui va avoir lieu dans les années 70, avec des magazines comme Warrior ou 2000 AD, qui va donner la vague des auteurs anglais que vont connaître les comics américains dans les années 80, comme Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Warren Ellis et plein d'autres. On est donc dans un creux entre deux périodes prolifiques, et les éditeurs presse vont donc se rabattre sur la valeur sûre qui attire les enfants à cette période, l'écran de télévision, qui reste encore assez nouveau à l'époque. Donc mélangeons tous les personnages populaires de la télévision dans un même magazine, et paf, ça se vend par palettes entières. Ainsi, le Docteur va se retrouver aux côtés de personnages divers, comme Popeye, Prince Vaillant, la Panthère Rose, Tom et Jerry, chapeau melon et bottes de cuir. Et il va falloir pour le personnage se faire une place à travers tout cela. Doctor Who aura donc le droit à 2 pages par numéro, et les histoires seront donc réparties sur plusieurs numéros, avec des cliffhangers à la fin de chaque publication. Il est très amusant de constater que le comic strip et les épisodes télé sont présentés au public de la même façon. Une histoire divisée en plusieurs épisodes présentés chaque semaine, particularité qui durera jusqu'au 4e Docteur. Le Docteur que vous allez rencontrer dans ces histoires n'est pas vraiment le plus proche de celui que vous pouvez croiser dans la série télé. Au lieu d'être un exilé dont on ne sait pas trop où avec sa petite fille Suzanne et qui va kidnapper avec sa machine à voyager dans le temps 2 professeurs qui ont découvert son secret, on a le droit ici à un gentil vieil inventeur un peu magique qui emmène ses 2 petits-enfants, John et Gillian, dans ses aventures à travers l'espace et le temps. Alors là, il faut se souvenir que l'on est au tout début de la mythologie de la série. Série qui aime beaucoup le mystère autour de son personnage principal, et surtout que la mythologie de Doctor Who n'existe pas encore vraiment. Par exemple, on ne sait même pas encore qu'il s'agit d'un extraterrestre. Les scénaristes non plus d'ailleurs.
Les deux petits-enfants, John et Gillian, sont là pour représenter les lecteurs supposés du magazine TV Comics, et sont censés avoir environ 9 ans, même si la représentation graphique peut parfois les faire apparaître bien plus vieux. Bien sûr, dans la première histoire, on a des références à la série télé. Le docteur est dans une décharge, comme dans la toute première histoire, la machine à voyager dans le temps, le TARDIS, est présent, le docteur ressemble plus ou moins à son interprète William Hartnell, et bien sûr, le fait d'avoir des petits-enfants est un rappel évident du personnage de Suzanne de la série télé. Voilà, à une exception près, les seuls liens que vont avoir le comic strip avec la série télé à l'époque. Il faut se rappeler que la série était elle-même encore en train de se construire et il serait difficile, pour ne pas dire mesquin, que de reprocher à cette série de ne pas suivre des éléments qui seront inventés bien des années après. On n'y retrouvera aucun autre des différents compagnons qui accompagnent le docteur, tout simplement parce que l'éditeur n'a pas les droits pour utiliser leur visage dans la série. Si le droit d'utiliser l'image du docteur fait partie du marché avec la BBC, aucun autre acteur n'est prévu dans le deal et doivent donc faire part d'un marché à part. Et l'éditeur Polystyle n'a pas trop envie de s'embêter avec cela, et surtout d'augmenter son investissement. De même, les ennemis qui apparaissent dans la série n'apparaîtront pas dans le strip, à une seule exception près. Juste après son apparition à la série télé, les Arby apparaîtront également dans le strip, ce qui est annoncé comme une suite à l'épisode télé, puisque le docteur parle de sa précédente visite sur la planète Vortis, alias The Web Planet. Imaginez les faits à l'époque. L'histoire The Web Planet vient de se terminer sur la télévision, et la semaine d'après, le docteur retourne sur la dite Web Planet dans ce qui semble être une suite. Cette apparition subite du continuum de la série télé dans le strip est surprenant, mais fait sans doute partie d'un plan plus vaste de la BBC pour remplacer les Daleks, qui sont très gênants à l'époque. Les droits des Daleks appartiennent à l'auteur Terry Nation, qui cherche activement à sortir les poivrières meurtrières de la série télé pour faire une autre série télé qui leur serait consacrée aux États-Unis. C'est pourquoi Terry Nation gère les droits des Daleks séparément de la BBC et propose de nombreux produits dérivés, comme un comic strip consacré aux Daleks, qui paraît dans un magazine concurrent et qui montre juste comment les poivrières prennent le contrôle de l'univers et comment les mondes attaqués tentent de les contrer, sans aucune référence, bien sûr, à Doctor Who. On reviendra sur ce strip précis dans une autre émission. Parce que sinon j'y suis encore dans 2 années-lumière. Du coup, la BBC cherche à créer The Next Big Thing. Et beaucoup d'efforts sont fournis par la BBC pour mettre en place les Arby, comme les futurs gros monstres avec des résultats, disons pour le moins variables. Mais les efforts ont été clairement mis en place, et comme TV Comics sait qu'ils ne pourront pas utiliser les Daleks, il est décidé de se rabattre sur les nouveaux venus, les Arby, une race d'insectes. Sinon, dans les autres histoires, le docteur découvre de nouveaux ennemis, généralement originaux sur le plan graphique, puisque toutes les contraintes de création de costumes sont ici évitées. La bande dessinée, c'est vraiment pratique. On y retrouvera quand même des ennemis intéressants. Les Kleptons, rencontrés dès la première histoire, outre un design clairement personnel, ont une organisation culturelle sympathique et seront les premiers ennemis du strip à obtenir une seconde apparition. Les Trods, eux, sont là pour produire des ennemis robotiques qui sont là pour être une alternative à peu près crédible aux Daleks. Et ce qui est bien avec les Trods, c'est qu'ils portent leur nom sur eux, ça évite les confusions avec d'autres monstres mécanoïdes. Si on fouille un peu, on peut même tomber sur des créatures qui préfigurent de futures créations. Lorsqu'on voit pour la première fois la Gorgone, le lecteur d'aujourd'hui pensera automatiquement aux Anges Pleureurs. Mais il faut ensuite se rappeler que forcément, avec plus de 50 ans d'existence, la série est vouée à quelques ressemblances. Et puis, d'un point de vue plus personnel, ça m'étonnerait que Moffat, le créateur des Anges Pleureurs, ait lu ce strip précis. Pour rester diplomate, l'époque du premier Docteur n'a jamais fait partie de ses moments préférés. Bien que je traite jusqu'ici cette période du premier Docteur comme un ensemble assez homogène, on peut noter plusieurs époques différentes selon les dessinateurs qui ont travaillé dessus. Oui, selon les dessinateurs, parce que pour beaucoup d'histoires, nous ne savons pas trop qui les a écrits. Certains supposent des gens de TV Comics, d'autres le dessinateur eux-mêmes. Bref, autant se fier aux dessinateurs. Le premier artiste à avoir travaillé sur le strip est Neville Maine, un vétéran de TV Comics qui a un style assez basique en noir et blanc. Dans ses dessins, on ne retrouve que peu de textures différentes, pratiquement jamais d'ombrage, les cases sont toutes assez uniformes, peu d'inventions graphiques dans la mise en page. Néanmoins, les monstres qu'il dessine sont toujours extrêmement reconnaissables au premier coup d'œil, et l'artiste essaye vraiment de maintenir un sentiment de continuité dans ses strips. Comme par exemple, chaque histoire se finit sur le TARDIS qui décolle et reprend à l'histoire d'après sur le TARDIS en vol. Et oui, le TARDIS en vol à cette époque, il tourne sur lui-même. À votre avis, pourquoi le TARDIS tourne aussi sur lui-même en volant maintenant ? L'artiste suivant s'appelle Bill Mevin, qui donnera un changement de format au strip.
Au lieu de 2 pages au format portrait, les 2 pages seront fusionnées en un grand canevas au format paysage, avec l'ajout de la couleur. Cela crée un sacré bond qualitatif pour la série. La ressemblance du Docteur est enfin là. Les proportions sont respectées, les arrière-plans sont travaillés, et il y a même un effet de flou sur les arrière-plans selon la distance, ce qui donne même un sentiment de profondeur. Un exemple de détail, quand Bill Mavin écrit une histoire se déroulant sous terre avec plusieurs niveaux différents, il utilise des palettes de couleurs différentes selon les niveaux, afin de les différencier. Mine de rien, ce n'est pas grand chose, mais ça démontre un certain effort de produit. Malheureusement, le style de Mavin semble lui demander un temps de confection assez long, ce qui semble avoir poussé à devoir arrêter le strip, ce qui semble confirmé par le trait assez hésitant, comme pressé par le temps de sa dernière aventure produite pour le strip, Plague of the Black Scorpion, ou La peste du scorpion noir, où son trait se fait beaucoup plus hésitant, comme si l'artiste était pressé par le temps. Viendra ensuite le duo formé par le scénariste Roger Noel Cook et le dessinateur John Canning, duo qui travaillera ensemble pendant 4 ans. John Canning apporte un style beaucoup plus dynamique à l'ensemble, se permettant des pages et des effets que l'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir dans ce strip. Par exemple, dès sa première page, on a le droit à un homme qui se reçoit un laser de toute beauté, et un esclave brillamment mis en scène, pas vraiment ce à quoi nous étions habitués jusqu'alors. Les personnages sont représentés sans cesse en mouvement, les pages sont dynamiques, et surtout John Canning va tenter des styles différents selon les histoires. Après avoir repris le style en 2 pages de Bill Mavin, il va retourner à un style semi-coloré du plus bel effet, avant de retourner sur du noir et blanc. Certes, mais du noir et blanc de qualité. Les aventures du premier Docteur dans TV Comics s'arrêteront lors du changement d'acteur, entre le premier et le deuxième Docteur. Sans plus d'explications que cela, puisque... c'était déjà un peu comme ça dans la série télé. Pouf pouf. Mais le premier Docteur n'est pas apparu que dans les pages de TV Comics. Loin de là. C'est même amusant de constater que la première apparition du Docteur en bande dessinée n'a pas eu lieu dans un comics officiel, mais dans une parodie. Dr. Watt on the Time Clock, débuté en mai 1964, soit 5 mois avant l'adaptation officielle. Il montrera même le Docteur lors de la Révolution française, un peu avant que le premier Docteur n'y aille lui-même à la télévision. The doctors put us down right in the middle of the French Revolution. Le Docteur apparaîtra aussi de temps en temps dans des ouvrages de la BBC, avec d'autres récits sous forme de nouvelles, comme des annuals ou encore des Winter Special, mais rien de bien transcendant au final. Plus intéressant est le Doctor Who Funbook de 1987, qui contient une curiosité assez subtile, une histoire plutôt sérieuse au dessin par contre comique, où les différentes versions du Docteur s'unissent pour attraper l'incarnation du temps lui-même. Drôle de monde que celui où les produits dérivés ne portant pas le sceau de la BBC sont beaucoup plus intéressants que les produits dérivés estampillés BBC. Mais ça a tendance à fonctionner comme ça dans Doctor Who. Le premier Docteur a aussi été adapté bien plus tard dans des comic strips du Doctor Who Magazine, dans les années 90. Notamment les histoires Food for Tooth et Opération Proteus. Mais ces histoires, bien que de qualité, ne sont pas vraiment des histoires du premier Docteur. On a plus l'impression de suivre une histoire d'un Docteur plus moderne plutôt que ce bon vieux papy. De toute façon, à notre époque, on a du mal à vraiment reproduire le premier Docteur, prouvé par toutes ses apparitions dans des crossovers interdocteurs, comme Les Oubliés ou encore Prisoner of Time, qui ont du mal à rendre autre chose qu'une vision un peu caricaturale de cette époque de la série. Là où la série de TV Comics parvient parfaitement à reprendre l'esprit de la série télé de l'époque et à su créer des histoires qui valent encore aujourd'hui le mérite d'être lues. Le premier strip, The Klepton Parasite, réussit vraiment à donner un très bon départ à toute la série et propose une histoire excitante même si un peu longuette par moments. Time in Reverse, une histoire où le Docteur et les enfants débarquent sur une île où le temps se déroule à l'envers et vont devoir trouver un moyen de s'accommoder à cette bizarrerie. Une histoire dont le principe ne sera repris que dans les années 2000. The Gaze of the Gorgon, bien que ne faisant que 2 pages, propose un style extrêmement intéressant et une relecture du mythe de la Gorgone bien sympathique. Le début du duo John Canning et Roger Noel Cook est drôlement qualitatif, avec The Trodos Tyranny, The Secret of Gemino, et surtout The Haunted Planet, qui, bien que continuant à utiliser les éléments un peu fantasques du strip, parvient à en faire une histoire cohérente et vraiment bonne. Malheureusement, il est plutôt compliqué aujourd'hui de trouver ces histoires. Si le strip à partir de Doctor Who Magazine a connu des rééditions de qualité, ce n'est pas le cas des histoires le précédent. Alors oui, il y a bien une autre solution que de rechercher les vieux numéros de TV Comics, introuvables pour lire certaines de ces histoires. Marvel Comics avait réédité aux États-Unis un magazine nommé Doctor Who Classic Comics, qui consistait en des rééditions de certains vieux strips dans les années 90. Et oui, ces mêmes rééditions commencent elles aussi à être aujourd'hui difficiles à trouver. Et il ne semble pas pour l'instant y avoir de plan pour faire de nouvelles réimpressions.
Et c'est ainsi que ce coin de l'univers fictionnel Doctor Who se retrouve pour ainsi dire déserté par quelques irréductibles vieux fans et de petits nouveaux à la curiosité insatiable. Et c'est pour cette raison que moi-même, le conteur, me rend auprès des comics du premier Docteur dans le type de voir ce qui peut être préservé pour le futur. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce Beans? C'est une ruine, bon sang! Qui a bien pu faire ça? Reste d'énergie polychimique. Les Paleks! Les putains de Paleks! C'est foutu chez rien! Je préviens le Haut Conseil au plus vite. I shall come back. Yes, I shall come back. How did you get hold of this? My fiancée. I see. Oh, what? Yes, it all started out as a mild curiosity in the junkyard. And now it's turned out to be quite a great spirit of adventure, don't you think? Our lives are important, at least to us. As we see, so we learn. Young man, what do you think of that now, eh? A Viking helmet? Oh, maybe. What do you mean, maybe? What do you think it is, a space helmet for a cow? Have you ever thought what it's like to be wanderers in the fourth dimension? The sort of body of mine is wearing a bit thin. Goodbye, Susan. Goodbye, my dear.